Alors du coup, on peut débuter. Donc tu peux passer la première slide, Séverine. Donc du coup, l'objet de ce webinaire, c'est pour vous présenter, le RPPS+, qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, on va vous remettre en contexte, on va vous parler dans un deuxième temps de l'enjeu et de l'importance de l'identification des acteurs et le processus de raccordement pour le RPPS+. Donc le contexte, c'est Laurence qui commence. Oui, merci. Donc, l'État, il a mis à disposition des infrastructures techniques, dont le but, c'est d'offrir un bouquet de services pour les citoyens, qui est mon espace santé, et un bouquet de services pour les professionnels. C'est ce qu'ils appellent donc le schéma d'urbanisation cible, qui est simplement cette maison, qui repose sur des fondations en 2 parties. Donc, on dit un bouquet de services, puisqu'en fait, ce sont des plateformes numériques auxquelles on se connecte une fois et l'on a accès à tous ces services. Donc, les 2 fondations, c'est les services et les référentiels socles, hem, dont font partie le RPPS+ et le FINES+. Tu peux passer. Donc plus précisément, le but du RPPS+, c'est de permettre une identification des professionnels et des établissements afin qu'ils puissent se connecter aux services numériques nationaux de manière sécurisée, à la messagerie sécurisée de santé, par exemple. Donc, pour s'authentifier, ça doit se faire via Pro Santé Connect, qui est tout simplement, l'équivalent de France Connect, mais pour les professionnels, ou alors en étant équipé d'une ICPS. Tu peux passer. Donc, aujourd'hui, les professionnels sont identifiés dans le référentiel, national, car ils bénéficient d'un identifiant RPPS ou ADELI, qui comporte donc les données suivantes: des traits d'identité régaliens, qui figurent sur l'état civil, des traits d'identité sectoriels, donc la profession, la spécialité et le lieu d'exercice, et puis de leurs données de contact, donc les coordonnées, personnelles et professionnelles. Le but, c'est d'avoir la même chose pour les autres professionnels qui ne disposent pas de numéro RPPS ou ADELI. C'est bon. Donc je reprends la main. Donc le RPPS+, c'est un projet qui s'inscrit, qui vise en fait à répondre à des enjeux d'identification électronique des acteurs de santé au sens large, et ça inclut le périmètre du coup du social et du médico-social. Donc l'ordonnance du 12 mai 2021, en fait, elle vise à renforcer les modalités de connexion et d'authentification aux services numériques. En fait, pourquoi? Parce que derrière les données, il y a en fait des données à caractère personnel, et elles sont traitées par ces services numériques, et comme ces données sont sensibles, elles ont vocation à être restreintes à des acteurs qui sont clairement identifiés et qui ont vraiment un besoin d'accès, justifié à des outils numériques. Donc, cette ordonnance, elle fait notamment mention de moyens d'identification électronique pour accéder à ces services, et du coup, qui dit moyen d'identification électronique dit préalablement une identification des acteurs. Et cette identification des acteurs, en fait, elle est possible par l'enregistrement préalable, du coup, des professionnels dans le répertoire sectoriel de référence des personnes physiques, donc le RPPS. Et pour les personnes morales, en fait, c'est le FINES qui, historiquement, ça concernait que les professionnels des professions à ordre, du type les médecins, les kinésithérapeutes, etc. Et donc aujourd'hui, ce référentiel, il a vraiment vocation à s'élargir à de nouvelles populations, et justement, avec notamment les acteurs du secteur médico-social. Et donc cet élargissement du RPPS, ça va permettre du coup, à d'autres acteurs de se doter d'une identité numérique et de pouvoir avoir accès à, comme les autres professionnels, à des moyens d'authentification électronique, basés sur cette identité. Tu peux passer, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, le RPPS, c'est les professions à ordre exclusivement, hein. Dans notre annuaire national, on retrouve également des populations qui sont des professions à obligation d'enregistrement en ARS du coup, et qui sont des professions ADELI, et ces professions, elles ont vocation d'ici à 2022 à rejoindre ce référentiel national, le RPPS.
Donc dans le RPPS+, on va retrouver tous les acteurs du médico-social et qui n'ont pas d'autorité d'enregistrement qui est clairement identifiée. C'est-à-dire qu'elles ne se rapprochent elles se rapprochent pas de l'ARS, elles n'ont pas d'ordre non plus. Et c'est pour ça en fait que le RPPS+ s'adresse à ce type de profession. Et ils ont la possibilité en fait d'enregistrer, ils auront la possibilité d'enregistrer via leur employeur en fait, sur le portail RPPS+ qui va s'ouvrir normalement à la fin de l'année, et du coup d'obtenir une identification nationale et pérenne. Donc tu peux passer s'il te plaît. Donc, contrairement aux professions ADELI ou aux professions qui ont une obligation d'enregistrement du diplôme auprès des ARS ou des professions à hors, le RPPS+, il n'a pas vocation à être enregistré systématiquement pour tous les acteurs du médico-social. Il faut vraiment que l'enregistrement il soit justifié, que le professionnel ait besoin d'accéder à des services numériques, comme la messagerie, voilà, typiquement, pour avoir une boîte aux lettres nominative. L'enregistrement, il n'est pas systématique pour toutes les professions du médico-social. Il faut vraiment qu'il y ait un usage d'outils numériques. Tu peux passer, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, les principaux bénéfices de l'enregistrement dans le portail RPPS+, du coup, comme je vous disais, ça permet d'accéder à des moyens d'identification électronique plus sécurisés, comme la carte CPS ou la ICPS, ou pour accéder aussi à des outils locaux, des outils de métiers comme les DUI, ou comme certaines plateformes régionales, les espaces numériques régionaux, ce genre de plateformes, ou le DMP aussi. Et ça peut du coup être en mobilité, parce que du coup les cartes CPS sont dématérialisées directement sur les smartphones aussi, donc voilà. L'enregistrement RPPS+, ça permet aussi aux professionnels de bénéficier, s'ils le souhaitent, du coup, de la boîte aux lettres nominative, comme je vous le disais. Et du coup, voilà, ils auront une identité donc, qui sera unique et pérenne, et elle sera délivrée pour toute la durée de l'exercice du professionnel, peu importe s'il change de structure. Elle sera tout le long de son activité. Voilà, tu peux passer, s'il te plaît. Donc voilà, là vous avez le processus d'enregistrement d'un professionnel dans le portail RPPS+, de la définition de la stratégie. Ensuite, la structure, du coup l'établissement contractualise avec l'ANS. Ils habilitent un ou plusieurs gestionnaires RPPS+. Donc généralement, c'est souvent le directeur. Il prépare le poste de travail et il fait installer les cartes des cartes CPS, FX. On recueille ensuite les données des professionnels à rôle et on définit leur rôle dans la structure. On enregistre les professionnels à rôle dans la structure, dans le portail RPPS, et puis ensuite le professionnel est enregistré, il a sa carte ICPS et peut accéder à la messagerie sécurisée en ayant une boîte nominative à son nom. Voilà, tu peux passer, s'il te plaît. C'est Laurence qui reprend la main. Tu peux passer encore. Encore. Merci. Donc l'organisation de l'enregistrement des professionnels de votre établissement, il se fait en 3 étapes. La première, c'est d'identifier les besoins en enregistrement des professionnels de votre établissement, donc qui en a besoin et pourquoi. La deuxième, c'est de définir une stratégie d'enregistrement, c'est-à-dire, identifier à quel niveau, doit être réalisé l'enregistrement des professionnels dans le portail RPPS+. Donc, est-ce que c'est un organisme gestionnaire ou un établissement?
puis d'identifier le ou les gestionnaires RPPS+. Donc, en fonction de la stratégie d'enregistrement définie, il faut identifier à qui déléguer la responsabilité d'enregistrer les professionnels et savoir si votre organisme gestionnaire ou établissement désigne un ou plusieurs gestionnaires RPPS+. Tu peux passer, s'il te plaît. Donc, l'enregistrement des professionnels à rôle qui ne sont pas des professions à délit ou à ordre dans le portail RPPS+, il doit se faire par l'employeur ou par défaut par le représentant légal de la structure employeuse. Étant donné que l'accès au portail RPPS+, il nécessite des habilitations particulières. Si le représentant légal ne souhaite pas réaliser lui-même l'enregistrement des professionnels de sa structure, il peut le déléguer donc à un gestionnaire RPPS+, qui doit être un professionnel de la structure. C'est le prérequis. Tu peux passer, s'il te plaît. Donc, l'enregistrement des professionnels à rôle, il peut se faire de manière centralisée ou décentralisée. Donc, on dit de manière centralisée, c'est lorsqu'une DSI ou un service RH transverse, qui est responsable de l'enregistrement de tous les professionnels de l'ensemble des établissements, d'un organisme gestionnaire. Et on dit qu'elle est décentralisée, lorsqu'il y a un gestionnaire RPPS+ par établissement. Et dans ce cas, chaque gestionnaire est en charge de l'enregistrement de l'ensemble des professionnels de chaque établissement. Tu peux passer. Je crois que c'est moi qui prends la main. Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'étape de contractualisation est un prérequis en fait à beaucoup de choses, mais dont cet enregistrement RPPS+. En fait, le contrat d'adhésion, c'est le premier prérequis pour identifier les acteurs. Donc, il est établi entre une personne morale de droit public ou privé, relevant des acteurs du secteur sanitaire, médico-social ou social, et donc l'agence du numérique en santé que je représente aujourd'hui avec Julie. En fait, ça engage, c'est juste un contrat pour engager la responsabilité et ouvrir le droit à cette personne morale, donc qui est déjà identifiée. En général, on l'identifie via son enregistrement en finesse, tout simplement en finesse. Et donc, ça ouvre un droit à cette personne morale de pouvoir déclarer en fait l'identité de ses salariés, donc via le portail RPPS+. Et du coup, évidemment, ces enregistrements via le portail RPPS+, vont permettre ensuite l'alimentation plus globalement du RPPS, qui est le référentiel national des professionnels. Ça permet également ensuite, c'est aussi le prérequis, donc en plus de l'enregistrement, à la commande des MIE. Les MIE, c'est les moyens d'identification électronique. C'est de pouvoir finalement doter les professionnels de moyens pour accéder de manière sécurisée au service référentiel socle sécurisé dont on vous a parlé au tout début avec la représentation justement de la maison. Et donc, pareil, pour pouvoir commander ces MIE qu'on appelle en fait des certificats ou des cartes, ça peut être certificat ou carte, il faut avoir fait ce contrat et avoir engagé cette responsabilité pour ouvrir le droit de la personne morale. Voilà, et donc évidemment, ce contrat, il est à faire, donc c'est un formulaire à compléter, et il est à signer par le représentant légal de la structure. Voilà, donc c'est une petite chose importante à savoir, parce que c'est bien l'engagement de la responsabilité de la structure, donc voilà, il faut la signature du responsable légal, du représentant légal. Et donc, une fois qu'il y a ce contrat et ces MIE, ce contrat, on peut avoir donc les MIE qui sont les certificats logiciels, l'AICPS et la famille des cartes de la famille CPX, dont l'AICPS évidemment fait partie, mais elle est simplement dématérialisée, d'où le terme ICPS. Aujourd'hui, on a jusqu'à présent, ce prérequis, ça existe depuis longtemps et c'était quelque chose qui était un peu lourd à faire. Donc, on essaye beaucoup de nous améliorer sur ce point technique qui est un petit peu un temps de paperasse qui est surtout très embêtant pour les structures. On le sait, donc on essaye de nous améliorer là-dessus. Et la dernière amélioration qu'on a apportée, c'est le fait de pouvoir faire ce contrat au niveau de l'entité juridique d'un organisme gestionnaire. Donc si vous êtes un organisme gestionnaire, en tout cas regroupé dans un organisme gestionnaire avec plusieurs sites géographiques,
il n'est plus nécessaire de faire autant de contrats qu'il y a de sites géographiques, ce qui était le cas avant, donc un OG avec 10 sites géographiques, de faire 10 contrats. Ça, c'est fini, on n'a plus besoin de faire qu'un seul contrat maintenant, qui permet finalement de centraliser également ces enregistrements RPPS au niveau de l'entité juridique qui souvent a la connaissance des professionnels de chaque structure. Voilà, ça permet de simplifier un petit peu cette partie paperasse. Et donc, je pense que c'était à Julie, mais je vais prendre le relais pour elle parce que la pauvre est à faune, mais elle essaiera de répondre aux questions si je n'y parviens pas. Donc, sur ce contrat dont on a parlé, c'était voilà, ce que je vous disais, c'est simplement un formulaire à compléter. Donc, alors, au préalable, on conseille quand même de prendre connaissance des conditions générales d'utilisation, des CGU. Voilà, donc c'est la première étape, et nous avons qu'une qui arrive. La première étape nécessaire. Ensuite, il y a le contrat d'adhésion, donc il y a le formulaire. Vous avez le lien normalement sur la slide. Et on adosse à ce contrat d'adhésion le F101 qui permet en fait au représentant légal, donc qui a signé le contrat d'adhésion, d'être équipé d'une carte CDE qu'on appelle la carte de directeur d'établissement. Voilà, donc c'est, on va dire, ces 2 formulaires à compléter pour avoir rempli la première étape de contractualisation et à transmettre à l'adresse de notre service client. C'était toujours à Julien, donc je peux poursuivre. Je peux vous interrompre? Oui, oui, allez-y. Une question. Vous parlez de représentant légal de l'établissement. Oui. Et auquel vous allez, in fine, accorder une carte CDE, c'est-à-dire de directeur d'établissement. Oui. Sauf que le représentant légal de la structure, c'est le président. Oui. Pas Du toujours. coup, je ne veux pas que le président ait ma carte, quoi. C'est pas toujours le président. Dans le schéma associatif dans lequel on est, les structures associatives, il y a automatiquement un conseil d'administration avec un président, des administrateurs, et le représentant légal, c'est le président. Et ça veut dire qu'il doit donner délégation à un professionnel de l'établissement qui peut être le directeur. Oui, je pense que c'est ça en fait. C'est-à-dire que souvent, on accepte, il me semble, les contrats d'adhésion. S'il y a souvent, je ne sais plus comment on appelle ça, mais une délégation de pouvoir ou signature du représentant légal à une autre personne, ben, c'est cette autre personne qui a la capacité de signer au titre de la délégation du représentant légal. Oui. Tout à fait. Normalement, le directeur de l'établissement a ce qu'on appelle une DUD, c'est-à-dire une délégation permanente sur un certain nombre de critères énoncés, et c'est à ce titre qu'il devient le représentant légal. Ouais, donc ça marche, il n'y a pas de problème. Dans le formulaire, c'est prévu. Il y a juste à envoyer avec. Vous verrez dans le formulaire, il y a mention de pièces jointes à joindre au formulaire et il y aura la mention d'effectivement 6 délégations. Il y a juste l'attestation, je ne sais pas comment on appelle ça, mais d'effectivement de ces délégations à envoyer avec. OK. Du coup, effectivement, voilà, les étapes nécessaires sur ensuite contractualisation et habilitation du gestionnaire. Donc, une fois qu'il y a eu ce contrat d'adhésion, le formulaire dont on a parlé, et le formulaire 100, donc effectivement, représentant légal ou sa délégation avec où il reçoit sa carte, on se pose ensuite la question du gestionnaire, parce qu'évidemment, là, comme je pense vous le pressentez, le gestionnaire, celui qui va faire réellement les enregistrements sur le portail, je pense que ça va peut-être pas être le président ou le responsable légal ou le directeur, ça me paraît voilà, pas être forcément la bonne personne pour faire ça. Donc, il va se poser la question de la délégation de cet enregistrement via le portail RPPS+ à quelqu'un d'autre que le représentant légal. Et donc, il va se poser la question de est-ce que cette personne qu'on va désigner, elle a déjà une carte de la famille CPX qui est active ou pas, parce que pour faire les enregistrements, il faut obligatoirement cette carte pour accéder en fait à ce portail. Donc, si la personne qu'on désigne, elle a déjà une carte qui est active, dans ce cas, et il y a simplement besoin, c'est la flèche du bas, pardon, j'ai commencé par la mauvaise, mais il y a juste besoin de faire compléter un formulaire qu'on appelle le formulaire 502.
Voilà, aussi simple que ça. Et si par contre la personne n'a pas encore de carte CPX active, ça va être le cas de la plupart, je pense, de vos structures et du coup de votre association, si jamais vous démarrez encore sur le sujet des services référentiels SOC, c'est que le contrat d'adhésion n'est même pas fait, j'imagine que du coup cette personne n'aura pas de carte active. Et dans ce cas-là, il faut remplir simplement le formulaire 301. Et ensuite, voilà, on va simplement dire le nom, enfin il y a un certain nombre de champs à remplir, mais pour identifier la personne qui va être désignée comme gestionnaire. Et cette personne recevra également ensuite une carte pour pouvoir faire ses enregistrements. Vous avez les liens de tous les documents également normalement sur le support. Oui, on vous enverra le support à l'issue. Attendez, là on est dans le cas de l'organisme gestionnaire. Oui. Qui est un choix que vous avez présenté sur les slides précédentes. On peut être soit organisme gestionnaire, soit par établissement. Oui. Oui, mais il n'empêche que c'est toujours le finesse juridique de l'organisme gestionnaire qui sera complété. Qu'on parle d'un établissement qui réalise l'enregistrement ou qu'il soit réalisé au niveau de l'organisme gestionnaire. Là, c'est différent de la stratégie. On parle vraiment de l'administratif. Oui et non. Alors, oui et non, parce que si je fais le choix d'être organisme gestionnaire, c'est-à-dire que mon siège associatif est l'organisme gestionnaire qui va répondre de toutes mes associations locales de secteur. Mmh. Donc, je vais faire l'enregistrement, les déclarations de professionnels au niveau du siège. Et donc là, je n'ai qu'un représentant à désigner. Ça sera le représentant de l'organisme gestionnaire. Oui. Et le professionnel en charge de l'enregistrement. Soit vous faites D'accord. Si je fais le choix de dire je passe en établissement, il faut que dans chaque établissement, je donne le même numéro finesse, mais que je désigne des responsables d'enregistrement différents. On est d'accord? Vous aurez quand bien même vous passez au niveau de l'établissement, vous n'aurez qu'un contrat d'adhésion et qu'un formulaire de représentant légal à compléter. Vous n'en aurez pas X, comme c'était le cas avant, lorsque c'était au niveau du finesse géographique. C'est la seule différence concrètement, c'est que si vous ne le faites pas au niveau de l'organisme gestionnaire, au lieu de désigner un seul gestionnaire RPPS+, vous en désignerez autant que vous aurez d'établissements. D'accord. Le formulaire 301 permet, sur un formulaire, de désigner plusieurs personnes. J'ai bien compris. Donc, ça veut dire que si vous avez, effectivement, vous voulez faire des enregistrements par site, désigner une ou plusieurs personnes sur chacun des sites et pas avoir cet enregistrement au niveau de l'OG, effectivement, en fait, ça change rien, comme disait Julie, parce que sur le formulaire 301, vous allez pouvoir désigner plusieurs personnes donc sur chacun des sites. Oui, on fait une déclaration sur un formulaire, quelles que soient les modalités qu'on aura choisies. J'ai compris. On peut passer à la slide suivante. Je pense que c'est toujours à Julie, oui. C'est ça. Donc j'y vais. Donc sur la définition ensuite de la stratégie, donc une fois que toute la partie, on a expliqué avec les formulaires administratifs est passée, l'idée va être de commencer à rentrer un petit peu plus dans la pratique. Et là, c'est en fait ce qu'on vient d'aborder ensemble via votre question, c'est de se dire, est-ce que chez vous, dans votre association, vous voulez avoir une stratégie de centralisation, de décentralisation des enregistrements. Donc l'option 1, c'est la gestion centralisée, c'est-à-dire on est centralisé en OG, tout se passe au niveau de l'OG, on a une DSI centralisée, des services RH, etc., etc. Du coup, pour nous, ça a plus de sens de faire ça sur l'organisme gestionnaire. Et dans ce cas, on l'a dit, donc il y a de toute façon qu'un formulaire à faire au niveau juridique et on enregistre tous les professionnels de toutes les structures qui sont rattachées. Ou alors gestion décentralisée. Et donc là, c'est ce que disait Julie, finalement, un gestionnaire RPPS+ par établissement, mais ça ne change rien au niveau des formulaires administratifs, puisqu'il n'y en a toujours qu'un seul à faire. Par contre, il faut désigner plusieurs personnes. Et dans ce cadre-là, au niveau de l'établissement, la personne désignée ou les personnes désignées enregistrent leurs professionnels qui sont sur leur structure.
Ok. Je peux passer. Sur l'habilitation, coupez-moi si jamais c'est à vous encore. C'était moi, mais du coup, Vas-y. c'est précisément ce que tu viens de dire, hein. Enfin, ça reprend Exactement. ce que tu viens de dire, donc je pense qu'on peut la passer celle-là, enfin, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Vous aurez les liens en fait des documents directement en cliquant dessus. Ouais, tu peux passer du coup. Ouais. C'était à vous. C'était pas moi. Si. Non, c'était pas moi le lecteur de cartes. Alors, Stéphanie. Et ben, j'y vais. Donc, effectivement, ensuite, une fois qu'on a fait cette partie administrative, on a habilité les personnes à être gestionnaires RPPS+. Donc, avant de se lancer finalement dans l'enregistrement, ça rejoint pour se revoir où on est. C'était la slide avec le petit serpent sur les différentes étapes. Donc là, on est à l'étape du lecteur de cartes, c'est-à-dire les personnes qu'on a désignées via les formulaires être gestionnaires, donc via soit le 301 ou le 502 de mémoire, vont recevoir des cartes de la famille CPX pour pouvoir accéder justement à ce portail. Donc une fois que les cartes sont reçues, il faut simplement se munir de lecteur de cartes. Donc ça ressemble au petit boîtier qu'on voit sur la slide à droite. Ça permet d'accéder au portail RPPS+. Donc la carte est reçue via l'étape précédente et voilà, il y a juste à l'insérer pour pouvoir accéder au portail. Quel lecteur de cartes choisir? Donc un lecteur monofonte qui répond au standard PCSC est suffisant pour permettre l'authentification du gestionnaire RPPS+, ou du représentant légal aide de sa carte CPX. Le coût s'élève à environ 15-30 euros. Voilà, et on a ensuite les petites étapes d'installation parce qu'il faut installer le petit logiciel Cryptolib qui peut lire du coup la carte. Et donc on a deux procédures, soit si vous avez Windows, soit pour Mac. Voilà, je sais pas si tu voulais. Alors ça va pas servir qu'à ça, on sait que c'est un petit investissement de 15-30 euros, mais c'est pas que pour le RPPS+, parce que au-delà de ça, le lecteur de cartes sert à beaucoup de choses dès qu'on veut pouvoir accéder à un service, notamment on passe à l'utilisation du téléservice INSI. Ça peut être utile parce qu'il y a également une étape lecture de cartes si on passe pas par des certificats. Voilà, donc ça peut être quand même utile. Oui, mais on l'achète où? Sur Internet. Hein. Sur Internet, dit Julie. Ouais, sur Internet. Et localement, il n'y a personne qui vend ces lecteurs. Alors, localement, moi, j'ai pas connaissance. Après, je pense que si vous utilisez des plateformes d'achat sur l'UGAP, etc., je crois que j'avais regardé, il y en a. Sinon, il faut que le Graal fasse des goodies à l'effigie du Graal sur le lecteur de cartes. On en a, mais pas des lecteurs. Ouais. Je me renseignerai si jamais. Je vous dirai, Monsieur Pérez. Du coup, tu peux passer. Donc, je reprends la main. Donc, le recueil des données des professionnels et définir leur rôle dans la structure. Donc, comment ça se traduit du coup l'enregistrement au portail RPPS+. Donc, il faut en fait communiquer dans le référentiel national les données du coup suivantes, donc l'état civil, les données de contact, la situation professionnelle, le rôle et la profession du coup. Donc pour l'état civil, on va retrouver du coup le sexe, le nom de famille, le nom, le prénom, la date de naissance et la commune de naissance. Il faut quand même à noter quand même que c'est mieux, c'est très recommandé de recueillir ces infos en face à face du coup avec le professionnel pour qu'il y ait vraiment une qualité dans les données enregistrées. Et on va aussi retrouver du coup dans des données de contact qui sont l'adresse email, le téléphone. Soit c'est des adresses personnelles ou professionnelles qui seront utilisées exclusivement du coup pour deux usages, du coup pour communiquer au professionnel du coup qu'il a bien été enregistré dans le portail RPPS+, et le deuxième usage c'est pour qu'il puisse activer sa carte ICPS. Tu peux passer la slide s'il te plaît.
Donc, les données relatives à la profession, ça correspond généralement au diplôme, hein. Ça représente ce que fait la personne versus ce qu'elles font, c'est-à-dire leur rôle, hein. Alors, la nomenclature, tu peux passer la slide aussi, du coup, pardon. Voilà, celle-ci. Du coup, la nomenclature, elle est pas figée, hein. Là, les professions que vous voyez, c'est pas restreint à ça, hein. Si vous avez besoin demain d'ajouter un éducateur spécialisé ou enfin une profession dont vous avez un besoin, vous nous faites remonter le besoin et puis nous ensuite on passe l'information à l'ANS qui fait la demande à ses partenaires et qui valide ou pas l'intégration de la nouvelle profession dans la nomenclature. Et il y a aussi du coup des informations sur la situation professionnelle, donc le nom, le prénom d'exercice, l'établissement de rattachement et puis bien entendu son rôle dans l'établissement, hein. Il faut bien garder en tête quand même que la situation professionnelle elle varie, donc il est important que l'employeur qui enregistre le professionnel, qui garde bien actualisé les données. Quand l'enregistrement, il doit être fait à l'arrivée du professionnel dans la structure et il ne faut pas oublier de mettre à terme la situation quand le professionnel s'en va, quand il quitte l'établissement. Tu peux passer la slide, s'il te plaît. Et du coup, un autre point important, c'est qu'un même professionnel, sur une même identité RPPS, il peut avoir plusieurs situations professionnelles déclarées, soit parce qu'il a plusieurs rôles dans une même structure, ou alors parce qu'il exerce un même rôle mais dans différentes structures, ou alors il a différents rôles au sein de différentes structures. Donc voilà, différents cas de figure, mais voilà, il faut bien le garder en tête quand même. Donc à ce stade, il y a 5 rôles qui sont obligatoirement saisis lors de l'enregistrement dans le portail RPPS+, pour le médico-social. Donc ce sont ceux qui sont affichés. Et voilà. Voilà, je n'ai pas plus à dire là-dessus. Tu peux passer. Du coup, c'est Laurence qui reprend sur les rôles et les droits d'accès en fonction du rôle pour la vision sur les documents du DMP. Oui, donc bon, là, je vais pas tous les lire, mais vous avez dans ce tableau et sur la page suivante les 5 rôles et les droits d'accès des pas associés. Donc voilà, vous les retrouverez on va vous envoyer le support, hein, donc vous pourrez en prendre connaissance. Tu peux passer la slide, s'il te plaît. C'est la même chose. Donc voilà, pour conclure un petit peu, là, vous avez une synthèse des points clés du recueil des données des professionnels. Donc, ce qu'il faut, c'est recueillir et valider les données complètes d'état civil en face à face, s'assurer que les coordonnées de contact sont exactes, donc, pour permettre l'activation de la ICPS et se prémunir contre l'usurpation d'identité, être rigoureux dans la gestion, le cycle de vie des situations d'exercice des professionnels et puis enregistrer le rôle et la profession pour déterminer les droits d'accès du professionnel au service numérique et notamment du DMP. C'est bon pour moi. Là, vous allez retrouver les annexes. Il y en a quelques-unes, donc je ne sais pas si on va... Si Fanny, tu veux en décrire quelques-unes ou pas. Non, alors je sais plus si on les avait présentés ou pas la dernière fois, mais c'était simplement les montrer comment compléter en fait pour pouvoir vous accompagner au mieux. On a des annexes où finalement on montre comment exactement compléter tous les formulaires dont on a parlé, donc le contrat d'adhésion, voilà, les pièces justificatives qui sont nécessaires. Je crois que là on dit justement cette histoire de délégation, une copie de l'acte de nomination désignant le représentant légal de l'organisme gestionnaire. En cas de délégation. Donc justement, si cette histoire de représentant légal, on en parlait tout à l'heure, il y a bien une pièce jointe à ajouter au formulaire pour compléter. D'accord. Voilà, et pareil pour le 101.
Voilà, vous avez vraiment tout ce qui est détaillé, comme ça devrait vous faciliter quand même. C'est ça. Après, le message peut-être qu'on peut Oui, passer. voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Non, Pour le pardon. portail, quand est-ce qu'il va être ouvert? Bah, du coup, vas-y, je te laisse la main. Donc le portail, là, on attend une nouvelle version, c'est-à-dire que les données dont on a parlé tout à l'heure sur les rôles du DMP, comme la matrice d'habilitation est en cours d'implémentation dans le DMP, nous, on a dû faire évoluer le portail pour prendre en compte ces données. Donc là, on attend la nouvelle version qui doit être installée. Donc normalement, on est toujours sur un jalon de fin juin, mais nous sommes le 22. Donc je ne suis pas sûre qu'il sera tenu en toute transparence. Donc dès que le portail est accessible, on vous tient au courant. On essaye nous, en fait, en interne, de tenir le jalon, de se dire on va pouvoir lancer une vraie généralisation, c'est-à-dire vraiment informer tout le secteur et faire beaucoup de communication, d'autres webinaires de formation, des petites vidéos, tutoriels, etc. Plutôt sur septembre pour laisser le temps finalement là d'avoir la nouvelle installation du portail, de pouvoir refaire une petite démarche de pilote dessus pour ajuster des choses pour pouvoir en septembre se dire que c'est vraiment fonctionnel et que ça va correspondre au mieux à votre besoin. Et du coup, mon deuxième message, c'est de se dire que justement, d'ici septembre, n'hésitez pas à nous faire un retour sur, je crois, les slides où il y avait les professions RPPS+, à compléter, parce que pour l'instant, cette liste, elle est non exhaustive, c'est-à-dire que c'est une première liste qui a été constituée par rapport aux expérimentations qui ont lieu, mais si vous me dites, en fait, moi, dans ma structure, il y a tel type de professionnel qui n'est absolument pas mentionné, dont j'ai besoin, c'est une vraie profession du médico-social, il faut que ça soit inséré, on peut tout à fait regarder et ajouter ensuite cette profession à la liste. C'est pas exhaustif. Donc voilà, l'idée va de pouvoir ensuite adapter au mieux le portail. Ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer le support. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions et puis même après, une fois que vous aurez reçu le support, à revenir vers nous si besoin. Pardon, du coup, moi, je me permets, tant qu'il nous reste un peu de temps, vous pouvez nous dire, je suis désolée, moi, comme je suis au côté national, je vous connais moins, mais vous êtes quel type? Vous disiez, vous êtes une association, c'est ça, en Corse? Donc nous, moi, en fait, j'ai deux casquettes, hein. J'ai une casquette dans les deux départements de Corse, avec une structure. Alors, les deux sont associatives. Donc, je suis ADMR 2B en Haute-Corse, et on a monté la petite structure pour la Corse du Sud. On est sur de l'aide à domicile. Ouais, c'est ça. Avec une ancienneté d'1 an pour le Sud, donc une petite structure où on passera certainement, je pense que les deux passeront en OG. En OG, parce qu'après, oui, il y a un siège qui assure la gestion générale de l'association, mais ensuite on est sectorisé, on maille le territoire avec des agences locales. Oui. Donc le système est le même sur les deux associations, donc on passera sur un système d'OG certainement. Bien sûr. Je lance aussi un pavé dans la mare. On est aussi en charge de constituer le collectif ASSI médico-social, qui est une nouvelle entité qui justement va un peu reprendre ses actions de webinaire, mais en complémentarité du grade. Donc on fera pas les mêmes webinaires, c'est pas pour ça qu'on arrêtera d'en faire, mais qui auront une force de frappe aussi pour relayer les infos. Et on n'a personne sur le domicile pour contribuer avec nous. Donc, si jamais vous avez du temps, vous êtes intéressé, ce sera avec plaisir. On a des ateliers prévus en septembre pour commencer un travail sur la feuille de route. Voilà, pour l'instant, c'est moi qui me charge de la constitution. On va recruter une personne pour le coordonner. Mais voilà, l'explication, c'est aussi qu'on a un grade tout récent. On a récemment rencontré, on en est à quoi 95% des acteurs du médico-social et social. Donc, le rendez-vous quand même Marie-Laetitia avec vous, moi, je les avais débutés sur 2021 et puis il y a eu Marie-Laetitia et Laurence pour finir, donc qui a permis aussi de faire connaître le grade et toutes ces missions. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas toujours évident pour les acteurs de trouver du temps et voilà, de venir à ces sessions. Mais
Maintenant avec le renfort de l'équipe, notre chargé de com qui est aussi là et peut-être le collectif, en tout cas on l'espère, on arrivera, à mobiliser plus de monde et